Bonjour à tous, capsule juridique numéro 194 du 4 janvier 2024. Je vous souhaite tout d'abord une très bonne année autant que faire se peut et en espérant que ce soit celle qui voit enfin tomber les psychopathes qu'on a en face de nous. Et je vais vous parler aujourd'hui des USA, du Danemark et du Vietnam. Aux USA, tout d'abord, le 1er janvier, des dizaines d'anciens responsables militaires ont publié une lettre ouverte au peuple américain. Ils sont précisément 231 et ça fait plaisir, je dois dire, de voir ces 231 signatures bien rangées sur 11 pages remplies de signatures. Alors je vous cite quelques passages de cette lettre. Je cite. Nous sommes arrivés à un moment précis de notre histoire où les affaires de notre nation baignent désormais dans une corruption totale et où nos institutions autrefois solides, y compris le ministère de la Défense, ne remplissent plus les obligations morales sur lesquelles elles ont été fondées. En nous appuyant sur nos droits naturels et constitutionnels, nous informons par la présente le peuple américain que nous avons épuisé tous les efforts internes pour rectifier les récentes activités criminelles au sein des forces armées. Un peu plus loin. Nous avons l'intention de rétablir la confiance et de restaurer l'état de droit, en particulier au sein des forces armées. Un peu plus loin encore. Lors de la mise en œuvre du vaccin Covid-19, les chefs militaires ont enfreint la loi, bafoué les droits constitutionnels, refusé le consentement éclairé, permis des expériences médicales non consenties et supprimé la liberté d'exercice de la religion. Les membres des forces armées, leurs familles, ont subi un préjudice considérable du fait de ces actions. Leur souffrance continue d'être ressentie financièrement, émotionnellement et physiquement. Certains d'entre eux sont devenus des sans-abri, leur nombre ne cesse de croître, d'autres ont développé des lésions débilitantes dues au vaccin et d'autres encore ont perdu la vie. Dans une tentative apparente d'éviter de rendre des comptes, les chefs militaires continuent d'ignorer nos communications concernant ces blessures et les lois qui ont été enfreintes. Fin de citation. Ensuite vient une longue liste de généraux et de ministres ou sous-ministres, ce sont leurs termes, dont ensuite la lettre va dire ceci, je reprends la citation. Ces personnes ont permis le non-respect de la loi et l'expérimentation involontaire sur des membres des forces armées. Les blessures morales et physiques qu'ils ont contribué à infliger sont considérables. Ils ont trahi la confiance des militaires et du peuple américain. Leurs actions ont causé un préjudice irréparable aux forces armées et aux institutions pour lesquelles nous nous sommes battus et avons versé notre sang. Ces dirigeants ont refusé de démissionner ou de prendre toute autre mesure pour se rendre responsables et n'ont pas non plus tenté de réparer les dommages causés par leur politique et leurs actions. Puisqu'il n'y a toujours pas de compte à rendre, les sous-signés s'engagent à faire tout ce qui est moralement et légalement possible pour que nos propres dirigeants rendent des comptes. Nous avons l'intention de rétablir la confiance en démontrant que les dirigeants ne peuvent pas mettre de côté les droits constitutionnels ou la loi pour des raisons d'opportunité politique. Les officiers généraux sont loin d'être les seuls à s'être rendus complices des récentes activités illégales, car un nombre important de cadres supérieurs et de personnes nommées pour des raisons politiques y ont contribué. Des preuves indiquent que d'autres agences exécutives se livrent à des activités illégales. Cependant, en tant que militaires et vétérans, nous nous sentons particulièrement responsables du ministère de la Défense et conformément à nos serments, nous ferons tout notre possible pour montrer par l'exemple comment une institution peut mettre de l'ordre dans ses affaires. Un peu plus loin. Nous nous engageons mutuellement à faire tout ce qui est en notre pouvoir par des paroles et des actions légales pour demander des comptes aux chefs militaires qui n'ont pas respecté la loi au moment où on avait le plus besoin de leur leadership et de leur courage moral. Dans les années à venir, des milliers de membres de notre réseau se présenteront au Congrès et chercheront à être nommés à des postes de l'exécutif, tandis que ceux d'entre nous qui sont encore en service actif continueront à faire passer le respect de leur serment avant la recherche d'un grade ou d'une position. Pour ceux qui obtiendront l'autorité légale de le faire, nous nous engageons à rappeler à la retraite les chefs militaires qui ont enfreint la loi et nous convoquerons les cours martiales pour les crimes qu'ils ont commis. Pour ceux d'entre nous qui accèdent à des fonctions législatives, nous nous engageons à introduire une législation visant à supprimer tout revenu de retraite pour les chefs militaires qui ont bénéficié d'une complicité criminelle et nous veillerons à ce qu'aucun d'entre eux ne serve ou ne prenne sa retraite dans le Senior Executive Service, donc le service des cadres supérieurs. Il s'agira d'un processus continu à long terme, mais le respect de notre serment de défendre la Constitution exige justement une vigilance persistante. De même, nous avons l'obligation et nous nous engageons à former ceux qui nous succéderont pour qu'ils remplissent leur devoir de rendre des comptes et de se prémunir contre de telles défaillances de leadership dans l'avenir. Un peu plus loin. Nous promettons d'épuiser tous les moyens moraux, éthiques et juridiques pour rétablir l'état de droit et nous commencerons par tenter d'obliger les hauts responsables militaires à rendre des comptes. La Constitution est la loi suprême de notre pays. Nous nous battrons pour faire respecter cette loi et mettre fin au système judiciaire à deux vitesses.
Puissent les générations futures être témoins de nos efforts et, si Dieu le veut, puissent-elles aussi bénéficier du grand don de liberté que nous avons eu l'honneur de sauvegarder. » Fin de citation. Elle est donc signée par un bon nombre de gradés vétérans, mais aussi par des militaires encore en activité. Donc, messieurs et mesdames les hauts gradés français, vous attendez quoi précisément? Et quant aux signataires américains, puisque je ne suis ni militaire ni américaine, je n'en connais pas la majorité, sauf deux en fait. Tout d'abord, le médecin militaire Teresa Lang, qui a alerté depuis le début sur le danger des injections, et son nom apparaît sur la deuxième ligne des signataires en page 2 du document. Je suis donc ravie aussi de voir qu'elle semble être toujours en vie et en activité, parce qu'elle a quand même mis sa vie en danger avec toutes ces alertes. Et la seconde dont je connais le nom, c'est le docteur Lee Merritt, à qui on peut faire exactement le même compliment. Elle, sa signature est en troisième ligne des signataires. Je mets évidemment le lien vers cette lettre ouverte sous ma capsule. Au Danemark à présent, je ne vous avais pas encore parlé du Danemark jusqu'à présent, et une décision vient d'être rendue en faveur d'une infirmière victime des injections. Et vu la décision, si le Danemark pouvait plus souvent faire parler de lui, je serais la première heureuse. Alors l'article qui annonce ça est un article suédois, quant à lui, qui est daté du 27 décembre et qui nous dit ceci après traduction automatique. Tout d'abord, le titre de l'article, c'est « Une personne blessée par un vaccin reçoit des millions d'indemnisations au Danemark ». Et l'article dit entre autres ceci, petit extrait, je cite, « C'est en février 2021 que l'étudiante infirmière, alors âgée de 30 ans, s'est fait vacciner avec le vaccin d'AstraZeneca, soit 12 jours seulement avant le retrait du vaccin du marché. La femme qui exerçait dans une résidence pour autistes est tombée si gravement malade qu'elle a été contrainte d'interrompre sa formation, rapporte le journal syndical danois. Aujourd'hui, cette femme est une pré-retraitée à 30 ans et souffre de maux de tête constants, de difficultés de concentration et de fatigue chronique. L'ampleur des dégâts est justifiée par le fait que la femme a perdu 90% de sa capacité de travail à un jeune âge et n'a pas pu toucher le salaire qu'elle était censée gagner jusqu'à l'âge de la retraite. De plus, c'est l'employeur de la municipalité de Fredericia qui a recommandé la vaccination pour le groupe professionnel de la femme et elle s'est sentie obligée de se faire vacciner. Le Danemark a annoncé l'arrêt total du vaccin contre le Covid d'AstraZeneca après des inquiétudes concernant des effets secondaires graves mais très rares, dit l'article. En Suède, les vaccinations avec ce vaccin ont repris après une courte pause, mais uniquement pour les personnes de plus de 65 ans. Fin de citation. Alors les Danois, vous revenez quand vous voulez dans mes capsules, et comme l'article lui-même est donc publié dans un média suédois, les Suédois reviennent aussi quand ils veulent, s'ils ont des bonnes nouvelles comme celle-là. Et enfin, une vraie prise en compte du préjudice réel d'une victime d'injection, et pas les aumônes qui sont proposées notamment par l'ONIAM en France et les équivalents à l'étranger. Au Vietnam, enfin, un autre pays dont je n'avais pas encore parlé et un autre type de poursuite, l'ancien ministre de la Santé et 37 autres personnes étaient jugées la semaine dernière pour corruption dans le cadre de la production et de la distribution des kits de test Covid-19. Le ministre de la Santé, notamment, aurait reçu des pots de vin équivalents à 2,25 millions de dollars. D'autres incriminations s'ajoutent à celles de corruption, notamment la violation des règles sur la gestion des biens de l'État. Pour votre information, si vous ne le savez pas, quand on parle de corruption, il y a corruption active dans le chef de celui qui donne de l'argent à un fonctionnaire, par exemple. Donc par exemple, ici on va le voir, la société qui fabriquait ces fameux tests. Et il y a corruption passive dans le chef du fonctionnaire qui accepte l'argent. Mais dans les deux cas, il y a corruption, on est juste d'un côté ou de l'autre de l'argent qui circule. Alors l'article précise aussi ceci, je cite, « Le scandale Viet-A, Viet-A c'est donc le nom de l'entreprise qui a fabriqué les kits, aurait vu de hauts responsables faciliter des accords de plusieurs millions de dollars pour fournir aux hôpitaux et aux communautés locales des équipements de test à des prix considérablement gonflés. Des images diffusées par les médias d'État montraient les accusés, tous portant des masques, escortés par des policiers en uniforme jusqu'au tribunal de Hanoï. Parmi eux se trouvait l'ancien ministre de la Santé, Nguyen Thanh Long, accusé d'avoir reçu des pots de vin d'une valeur de 2,25 millions de dollars, et l'ancien maire de Hanoï, Chu Ngoc An, accusé de violation des règles sur la gestion des biens de l'État. Au moins 100 fonctionnaires et hommes d'affaires ont été arrêtés à travers le pays en lien avec ce scandale. On estime que l'escroquerie aurait rapporté quelques 172 millions de dollars, donc à la société Viet-A, dont 34 millions auraient été directement réinvestis dans la corruption de fonctionnaires. Selon les médias d'État, le Viet-A, donc la société, a déclaré avoir produit 8,5 millions de kits de tests pendant la pandémie, la majorité étant envoyée aux établissements médicaux à travers le pays. La semaine dernière, devant un tribunal militaire de Hanoï, le PDG de l'entreprise a été condamné à 25 ans de prison pour abus de pouvoir et violation des règles d'appel d'offres.
Il fait face à de nouvelles accusations lors du procès de 3 semaines qui a débuté mercredi dernier. Le Vietnam était initialement connu dans le monde entier pour ses mesures efficaces dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Mais des responsables ont été découverts en train d'empocher l'argent d'entreprises organisant des vols de rapatriement et des tests communautaires. L'année dernière, 3 responsables ont été emprisonnés à perpétuité, tandis que des dizaines d'autres ont été condamnés à de longues peines de prison pour pots de vin et corruption concernant les vols de rapatriement. Fin de citation. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Une petite citation pour débuter l'année. Je cite: « Un mensonge ne devient pas la vérité et le mal ne devient pas le bien juste parce que c'est accepté par une majorité. » Fin de citation, c'est attribué à Rick Warren, qui est un pasteur chrétien établi en Californie. Je vous souhaite une belle journée, une belle fin de semaine et à très bientôt. Au revoir.